Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Présentation du projet éditorial et de l'ouvrage. Comme le développent longuement nos collègues Serge Bellet et Diane Saint-Pierre à l'origine de ce projet conjoint d'ouvrages collectifs, suite à un appel à contribution internationale lancé en 2015 en partenariat avec le Centre de recherche sur le développement territorial, CRDT du Québec, les instruments de l'action publique, IAP, recouvrent des réalités multiples déjà balisées par des travaux universitaires reconnus, dont ceux de Hood, Hollett, Alpern, Lacombe et Le Gallès. Destinés au pilotage et au développement de l'action publique, dans les territoires locaux ou nationaux, voire internationalement, ils sont constitués de politiques, de mesures, de structures, de dispositifs rarement neutres, recouvrant des dimensions juridiques, financières, d'organisation et de communication cumulativement ou alternativement. Cet ouvrage collectif a pour but d'en montrer la diversité, de conception, de gestion et d'effets, à travers des travaux théoriques, méthodologiques et empiriques, en France, en Grèce, au Mali, au Québec et en Turquie, couvrant ainsi un large spectre de pratiques, d'Europe en Amérique du Nord en passant par l'Afrique. Dans un premier temps, des contributions présenteront des approches théoriques complémentaires assorties d'exemples. On pourra ainsi passer de la gouvernance municipale appliquée à des dispositifs territoriaux à Montréal, l'une des métropoles les plus fragmentées sur le plan politique au sein de l'OCDE, pour le pilotage de l'action publique, avec Pascal Lavoie et Catherine Trudel, à une typologie pour l'analyse des représentations du développement durable des instruments de mise en œuvre à l'échelle territoriale, proposée par Olivier Riffon, en particulier au travers de 4 dispositifs utilisés au Québec. Ces réflexions théoriques appliquées se prolongeront par une interrogation sur l'influence de l'expertise dans la modélisation intégrée, menée par un collectif d'auteurs, Adrien Comenge, Lorenza Tomazoni, Christian Seigneur, Olivier Bonin, Fabien Laurent, Céline Bonhomme, José-Frédéric de Roubaix, illustrant leurs propos avec 2 études de cas de planification en Île-de-France, et par une analyse de la participation des légitimités traditionnelles à la gouvernance de l'espace public local dans le cadre de la décentralisation et de la gouvernance territoriale au Mali. Mamadou Koumaré montre ainsi que le passage d'une politique publique à l'action publique doit souvent prendre en compte d'autres facteurs que ceux prévus au départ. La deuxième partie abordera plus spécifiquement la question de territoires faisant l'objet d'instruments d'action publique institutionnelle, programmatique, de gestion et économique. Le rôle du représentant de l'État dans les territoires sera traité par Zulfiye Yilmaz à travers la figure du préfet en Turquie, acteur du renforcement du pouvoir central au plan local, malgré les rapports de suivi du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en Europe pour l'application de la Charte européenne de l'autonomie locale. Catherine Lédin présentera ensuite une réflexion sur le programme européen LEADER à partir de 2 études de cas en Bretagne, entre laboratoire de l'action publique et grand récit, interrogeant la portée d'un dispositif au sein de territoires touchés par de multiples politiques publiques territoriales. Du rural à la mer et de l'Europe à l'Amérique du Nord, il n'y a qu'un pas, allègrement franchi par Anne Forêt qui propose une lecture de la conflictualité des instruments de gestion intégrés des zones côtières, par l'étude du cas des îles de la Madeleine, Québec. L'objectif de ces instruments de permettre, par la participation du public, la concertation et la prise en compte de l'échelon local, pour une politique de développement durable se confronte toujours aux intérêts économiques et politiques, comme on peut le voir aussi dans la contribution suivante. Coralie Achin et Emmanuel Georges Marcel Poil nous emmènent ainsi en montagne avec des regards croisés sur la mise en œuvre de politiques de diversification, pour les acteurs publics et stations de moyenne montagne, avec 3 exemples dans les Alpes, le Massif central et les Vosges en France. Ces approches territoriales spécifiques sont complétées dans un 3e temps par des études sectorielles appliquées à des territoires. Ainsi, Jean-Guillaume Simard, Isabelle Morin, Michel Perron, Michael Gaudreau et Suzanne Veillette nous font partager leur analyse et leur expérience au service de l'action locale et régionale en matière de persévérance et de réussite scolaire au Québec, avec une étude de cas montrant l'importance de la prise en compte réelle du territoire et de sa composition socio-économique et culturelle, avant de laisser libre cours à Pierre-André Julien et Louis-Jacques Filion. Ces auteurs montrent comment on peut aider les gazelles à se multiplier et se développer, dans le domaine économique des petites et moyennes entreprises PME,
à forte croissance, avec quelques exemples de programmes en Europe, au Québec et ailleurs dans le monde. Corinne Beaujard s'intéresse quant à elle à la renaissance culturelle d'un territoire industriel, avec le musée du Louvre-Lens, cas expérimental de délocalisation muséale nationale et locale. Enfin, Hélène Carca nous plonge dans l'évolution du cadre législatif régissant le développement spatial du tourisme grec et ses effets sur l'organisation de l'espace national, montrant la prévalence des intérêts mercantiles et politiques sur l'aménagement du territoire. Pour notre part, nous souhaitons insister sur le rôle du territoire en tant que tel, comme instrument de l'action publique en lui-même et non seulement comme son support spécifique. Les territoires comme instrument d'action publique. Quelle organisation pour les grandes régions en France et en Europe? Jean-Claude Nemery et Fabrice Thuriot. À peine la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles était-elle votée que le chef de l'État puis le gouvernement annonçait début juin 2014 une nouvelle réforme des collectivités territoriales de plus grande ampleur. Fusion des régions, suppression des départements, modification des échéances électorales pour ces collectivités intermédiaires, nouveau transfert de compétences, en particulier aux régions, et revenant à nouveau sur la clause générale de compétences. Deux projets de loi sont ainsi déposés après examen en Conseil des ministres le 28 juin 2014. L'un relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, et l'autre portant nouvelle organisation territoriale de la République nôtre. Le premier a été examiné fin 2014 et publié le 16 janvier 2015 après décision du Conseil constitutionnel le 15 janvier, le second les débuts 2015. L'objet de ce travail sera de s'intéresser aux raisons qui ont poussé l'exécutif à vouloir à nouveau bouleverser l'organisation des collectivités territoriales après deux lois quasiment consécutives, à commencer par celle du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui créait notamment le conseiller territorial et supprimait la clause générale de compétence pour les départements et les régions, deux changements abrogés avant la loi MAPTAM, mais qui sont, soit regrettés par certains pour le premier, soit remis en avant dans le second projet de loi pour le deuxième. Ces incohérences apparentes répondent-elles à des considérations profondes? Au-delà de ces règles générales, si certaines régions sont agrandies par fusion avec leur voisines, d'autres ne sont pas modifiées, ce qui entraîne des différenciations territoriales fortes sans pour autant que les fondements de ces changements ou statu quo soient bien identifiés et leurs conséquences bien mesurées. Les régions sont promues sur le devant de la scène des politiques publiques, depuis les lois de décentralisation de 1982 à 83, avec la création des régions en tant que collectivités territoriales, élues au suffrage universel direct en 1986 et des contrats de plan État-région dès 1984, puis 1992, année du traité de Maastricht de l'Union européenne, sans parler de action du Conseil de l'Europe en faveur des régions depuis les années 1980, et de la loi relative à administration territoriale de la République, du 6 février, et enfin 2003 à 2004 avec la réforme constitutionnelle faisant entrer les régions dans la Constitution et essayant en vain de privilégier des transferts de compétences vers celles-ci au détriment des départements dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, entamant une recentralisation qui sera aussi financière. Dans le même temps, l'État territorial se réorganisait de plus en plus au niveau régional avant de subir la révision générale des politiques publiques, RGPP, de 2007 à 2012 puis la modernisation de l'action publique, MAP, depuis 2012. De nouvelles mesures devraient accompagner le changement d'échelle de l'État corrélativement à celui des collectivités territoriales. Pour autant, la France reste un État unitaire même s'il est devenu constitutionnellement décentralisé le 28 mars 2003. Les problèmes économiques mondiaux que la France connaît de manière accentuée par rapport aux pays du nord de l'Europe ne sont pas indifférents aux nouvelles réformes en cours. Alors que les régions françaises sont dans la moyenne européenne en termes de superficie et de population, la taille de celle-ci est mise en avant comme facteur de compétitivité et d'économie. Les rapports sur la question sont ambivalents. Cabinets de consultants, organismes officiels tels que la Cour des comptes, études d'impact.
N'est-ce pas plutôt des questions de compétences et de pouvoir des régions qui sont en cause, et sont prévues en partie seulement dans le second projet de loi? Les exemples européens et internationaux plaident-ils pour des États régionalisés, voire fédéraux? L'Union européenne qui est redevenue pour l'instant intergouvernementale, après avoir envisagé de devenir fédérale, pousse-t-elle en ce sens? Quels seraient les gains réalisés par une fusion des régions, et une réorganisation subséquente des autres collectivités et des administrations de l'État? Il s'agira aussi d'apprécier la place des injonctions internationales et européennes dans l'organisation d'un pays en région et en collectivité locale au sein d'un État unitaire. Cela est bien connu pour les pays en voie de développement qui doivent prendre en compte les demandes de bonne gouvernance nationale et territoriale des organismes financiers internationaux, sans pour autant que les textes de décentralisation soient toujours complètement appliqués. Cela permettra de déterminer au plus près la marge de manœuvre des États et leur capacité à se situer de manière plus ou moins autonome dans leur histoire organisationnelle. Ainsi, si la nécessité de réforme existe bien, jusqu'où est-elle maîtrisée par la France et comment? La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral, a fait passer les régions françaises métropolitaines de 22 à 13 par fusion de certaines d'entre elles à 2 ou 3 au 1er janvier 2016. En complément, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République notre accorde quelques nouvelles compétences aux régions mais aussi et peut-être surtout aux intercommunalités et aux métropoles, tout en limitant celles des départements. Parallèlement à cela s'opère une réorganisation des services déconcentrés de l'État, sur des bases identiques à celles des nouvelles régions. Cela entraîne des mutations territoriales à des échelles qui doivent se reconnecter à la proximité. Nous verrons que la force des régions n'est pas tant liée à leur taille, superficie et population, qu'à leur pouvoir, compétences et budget réels. Tous les pays ne sont pas organisés régionalement en Europe selon leur taille, histoire, culture et politique, mais on observe partout une tendance à la recentralisation par la baisse des financements d'État et un contrôle accru également, sous couvert de l'Union européenne. La taille des régions ne fait rien à l'affaire. L'utilisation du territoire comme instrument d'action publique relève d'un artifice institutionnel souvent employé en France, que ce soit sur le plan politique ou administratif. La réorganisation des provinces sous l'Ancien Régime au gré des conquêtes royales a été poursuivie à la Révolution par la désintégration de celle-ci, le regroupement des paroisses en communes et la création des départements comme collectivités locales et circonscriptions de l'État. Les arrondissements et cantons ont été remaniés à de nombreuses reprises pour les élections des députés et des conseillers généraux, enfin appelés départementaux, et des cadres d'action publique de l'État. 1. En termes démographiques et géographiques. La France était dans la moyenne européenne à la fois sur les plans démographiques et géographiques. Gérard-François Dumont 2014, Jean-Luc Pissalou 2015. Les fusions ne se justifiaient donc pas de ce point de vue, mais pour d'autres raisons. A. Avant les fusions. La population moyenne des anciennes régions françaises était de 2,9 millions d'habitants, inférieure à la moyenne des Länder allemands, mais supérieure à la moyenne des régions italiennes, des communautés autonomes espagnoles ou des régions polonaises et d'Europe, environ 2 millions d'habitants. Le Limousin, avec ses 742 000 habitants, était plus peuplé que le Luxembourg, le Land de Brême, 3 régions italiennes, 3 régions espagnoles, 5 régions italiennes, 5 Länder autrichiens. À l'extrême, on trouvait l'Île-de-France avec 11 853 000 habitants en 2011, maximum. Les écarts de population entre les régions étaient de 16 en France avant la fusion contre 26 en Espagne, 27 en Allemagne, 76 en Italie. Carte des anciennes et nouvelles régions regroupées de France. B. Après les fusions. La population moyenne des nouvelles régions métropolitaines françaises est désormais de 4,8 millions d'habitants, 5 229 028 d'habitants hors Corse, supérieure à la moyenne en Europe mais inférieure en densité. Ainsi, si l'on met de côté la Corse qui est peu dense mais a un statut spécial, la région la moins peuplée est le Centre-Val de Loire avec 2 256 835 hab, minimum,
et la plus peuplée est l'Île-de-France avec 11 853 000 habitants, maximum, chiffre 2011. L'écart maximum entre nouvelles régions est désormais de 5,25 hors Corse pour les habitants. Pour la superficie, on est désormais entre 12 011 km², Île-de-France, et 84 061 km², Nouvelle-Aquitaine, soit 7 points d'écart au lieu de 3,78 avant les fusions, la plus grande région étant alors Midi-Pyrénées avec 45 348 km² pour une moyenne de 25 091 km². L'Île-de-France est donc la région la plus petite, hors Corse et Outre-mer, même si c'est la plus puissante. Elle concentrerait 30% du PIB national contre 4% pour la capitale allemande, mais en redistribuerait 15% en PIB national par habitant selon une étude de l'Institut allemand de recherche économique de Cologne, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. La taille ne fait donc rien à l'affaire. Il en va de même en Allemagne où une fusion de 3 régions après la Deuxième Guerre mondiale, pour former le Bade-Wurtemberg en 1952 n'a pas empêché la constitution et le maintien de petits Länder comme la cité-État de Brême ou la Sarre qui ont moins d'1 million d'habitants, ni l'échec de la fusion, refusée par la population du Land de Brandebourg, avec la ville-État de Berlin en 1996, pour ne pas perdre son identité régionale pourtant récente depuis l'Allemagne des après-guerre. La superficie moyenne des Länder allemands est toujours de 22 313 km², ce qui ne les empêche pas d'être puissants. La solution de la réorganisation régionale visait la facilité politique pour éviter de toucher aux susceptibilités départementales et déclencher ainsi des guerres intestines aux régions, non solubles dans le débat national. Si certaines velléités de nouveaux rattachements s'étaient manifestées, force est de constater que le résultat les éteint en grande partie d'elles-mêmes tellement le nouveau découpage est plus lisse, sauf à envisager de nouvelles fusions pour les régions en ayant été indûment exemptées. Une autre solution aurait été de limiter l'Île-de-France au Grand Paris en cours de constitution, composé de Paris et des 3 départements de la Petite Couronne, et de répartir les départements de la Grande Couronne parisienne dans les régions limitrophes recomposées afin de diffuser la croissance francilienne qui restera trop concentrée. 2. Un développement limité des régions. Si les régions sont un peu renforcées en compétences, elles doivent souvent les exercer en lien avec les autres collectivités publiques et non pas les pouvoirs réglementaires et encore moins législatifs correspondants, sauf en partie les régions à statut spécial et périphérique, Corse et Outre-mer, ni les financements. A. Des compétences larges peu opérationnelles et peu dotées et autonomes financièrement. Les compétences des régions s'exercent dans les domaines suivants. Aménagement du territoire, port, aéroport. Développement économique, chef de file, emploi. Lycée, apprentissage et formation professionnelle. Gestion de fonds structurels européens. Transport public de voyageurs. Subdélégation possible des transports scolaires au département. Culture, sport, tourisme, compétences partagées avec les autres collectivités publiques. Inventaire du patrimoine, environnement, énergie. B. Les budgets et PIB régionaux. Les budgets agrégés des régions se montaient à 27 427 millions d'euros, dont 10 303,7 millions d'euros en investissement, et 18 433,2 millions d'euros de dette en 2013, ce qui faisait 442,80 euros de budget AB, 166,30 euros AB, en investissement et 297,60 euros de dette AB. Le PIB moyen par habitant est désormais autour de 26 000 euros par habitant hors Île-de-France après la fusion, allant de 25 127 euros AB. Dans les Hauts-de-France à 31 022 euros AB, en Rhône-Alpes-Auvergne. Les fusions de régions devraient aussi générer des économies, mais seulement peut-être dans quelques années. Dans un premier temps, elles fonctionnent à budget constant mais ils devraient évoluer ainsi que les politiques à partir de 2017 et surtout 2018. Une nouvelle taxe foncière spéciale d'équipement régional, TSER, a été proposée pour contribuer au financement des investissements mais elle a suscité la controverse avec l'État et au sein des élus régionaux. La manœuvre de réorganisation territoriale n'est donc pas nouvelle, mais elle s'inscrit désormais ou à nouveau par rapport à l'ancien régime, dans un contexte européen,
où l'Union européenne réclame des réformes structurelles pour soi-disant assainir les finances publiques, plus vraisemblablement pour élargir les marchés et les coopérations. 2. Mais elle y contribue, malgré des pouvoirs régionaux limités. Depuis la loi relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992, concomitante au traité de Maastricht du 4 février étendant le principe de subsidiarité allemand, concernant la coopération intercommunale et les services déconcentrés de l'État, l'essor des régions est limité par l'égalité entre collectivités et la présence de l'État à ses côtés sur le même territoire. L'autonomie financière et fiscale des régions a été amoindrie ces dernières années par l'État, comme pour les autres collectivités locales. Elle pourrait renaître en 2018. 1. Baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Les dotations de l'État aux collectivités locales sont passées de 56,84 milliards d'euros en 2014 à 53,17 en 2015, soit une baisse des dotations de 3,7 milliards d'euros en 2015. Selon les élus locaux, les 11 milliards d'économies annoncées en avril 2014 par le Premier ministre Manuel Valls sur les aides aux collectivités locales pour la période 2014 à 2017 représentent un manque à gagner de 28 milliards d'euros. L'Association des maires de France, AMF, a déjà dénoncé une contraction aussi violente des ressources des collectivités, qui équivaut à une amputation de 30% des dotations, source AFP. S'ajoute à cela la Réforme générale des politiques publiques, RGPP, 2007, puis la modernisation de l'action publique, MAP, 2012, qui sont des réformes d'organisation de l'État territorial, et le remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation économique territoriale constituée de la cotisation foncière des entreprises, CFE, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui a diminué les rentrées fiscales locales. Les graphiques suivants montrent la répartition des recettes des collectivités locales selon leur provenance. Globalement, elles proviennent à 50% des impôts et taxes, mais on peut remarquer que les régions étaient seulement à 45% d'impôts et taxes en 2011. La structure des recettes des collectivités locales est plus ou moins dépendante des dotations de l'État selon qu'il s'agit des régions, 35% en 2011, ou des communes, intercommunalités et départements, 21 à 23% en 2011. http://.la-finance-pour-tous.com/oblique-dossier-le-budget-des-collectivites. Une nouvelle taxe foncière, de 600 millions d'euros assise sur les ménages et les entreprises avait été annoncée pour 2017 pour financer une part de la compétence économique et d'emploi, mais les régions étaient partagées sur ce nouvel impôt local et l'ont finalement refusé pour revendiquer une part de TVA. Le principe en a été accepté par le Premier ministre lors du Congrès des régions de France à Reims le 29 septembre 2016, mais seulement à partir de 2018 après des mesures transitoires en 2017, donc à confirmer par le gouvernement issu des élections présidentielles de 2017. L'exemple de l'Allemagne montre cependant que c'est davantage la garantie de financement par la Constitution qui compte, que leur provenance. 2. Une organisation centrale et multipolaire. Pour tenir compte des anciennes régions et de leurs territoires, une répartition des organes et des services est organisée dans les nouvelles régions. Ainsi, certaines compétences, tout comme certains services de l'État, sont gérées depuis une autre ville que le chef-lieu de la région, tout en gardant la coordination et le contrôle de ceux-ci. De même, une organisation par pôle ou antenne peut être mise en place pour répartir l'exercice de responsabilité au sein d'un même secteur, tout comme pour l'État. Le choix du nom des nouvelles régions a fait l'objet de consultations autour de noms anciens et nouveaux, plus ou moins liés au territoire, et a été entériné par l'État par décret le 29 septembre 2016. Il vise à regrouper les identités des anciennes régions, et ou à créer une nouvelle identité selon les cas. Conclusion. Des régions en perte de vitesse par rapport aux métropoles et aux États. Les grandes gagnantes depuis ces dernières années, voire dizaines d'années depuis les années 1960 en France et en Europe, sont les villes, agglomérations, communautés urbaines et métropoles.
Si la région s'est développée en France depuis les années 1980, elle porte peu de compétences opérationnelles et dépend beaucoup de l'État financièrement. Des régions administratives, NUTS 2, ont pu être créées pour la gestion des fonds européens mais n'ont guère de pouvoir dans certains pays non régionalisés. Inversement, les États fédérés en ont perdu au profit d'une recentralisation de l'État fédéral, sauf en Belgique, Conseil de l'Europe. Les crises économiques et politiques mondiales et l'Union européenne ont paradoxalement replacé les États au centre des débats et des évolutions. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait remettre en cause d'autres équilibres internes aux États et en Europe. Les volontés d'autonomie, voire d'indépendance de certaines régions qui revendiquent parfois la qualité de nation, comme la Catalogne, l'Écosse, la Flandre, le Québec, nous diront si la régionalisation ou provincialisation tend vers cette solution étatique lorsque des conditions économiques, sociales, culturelles, linguistiques et politiques sont réunies. Première partie, approche théorique et appliquée. Gouvernance municipale et dispositifs territoriaux. Regard analytique sur le pilotage de l'action publique. Pascal Lavoie et Catherine Trudel. Ce chapitre est la résultante d'une réflexion théorique ancrée dans la réorganisation municipale orchestrée à Montréal, durant les années 2000. La refonte du paysage institutionnel montréalais a engendré un remaniement de l'action publique sans précédent, multipliant les territoires d'intervention. À l'intérieur d'un système aussi fragmenté, la cohérence des actions et des décisions territoriales devient un enjeu primordial pour assurer un développement urbain efficient. Le texte vise à mettre en lumière la dynamique de l'action publique territoriale sous l'angle des compétences municipales. Nous démontrons comment les cadres habilitants et contraignants influencent les structures politiques et administratives, qui à leur tour agissent sur les différentes configurations décisionnelles présentes sur le territoire. Suivant cette logique, nous proposons un modèle théorique qui a comme objectif principal d'analyser en profondeur les dynamiques territoriales dans un contexte où plusieurs entités compétentes se partagent un même territoire. En d'autres termes, nous jetons un regard analytique sur le pilotage de l'action publique et sur la cohérence des dispositifs territoriaux afin d'expliquer le fonctionnement d'un système de gouvernance municipale dans un contexte de forte décentralisation territoriale. Le chapitre se divise en 6 sections. La première met à l'avant-scène le concept de gouvernance afin de faire la lumière sur sa signification et son utilité pour comprendre et analyser l'action publique territoriale. La deuxième expose les conséquences du rééchelonnement de l'État sur le pilotage des territoires, en prenant comme exemple la région métropolitaine de Montréal. La troisième fait état de la difficulté à mettre en place une gouvernance cohérente des dispositifs territoriaux, lorsqu'un territoire est fragmenté sur les plans politiques et administratifs. La quatrième expose la réflexion derrière l'élaboration du modèle théorique. La cinquième explique en détail le fonctionnement du dit modèle. La sixième met le modèle à l'épreuve du réel. E-gouvernance, théorie, instrument d'action publique ou cadre analytique? Le terme gouvernance, bien qu'ancré dans notre quotidien, demeure vague, controversé et souvent incompris. De nature polysémique, la gouvernance est caractérisée par sa riche valeur interdisciplinaire. Le terme a progressivement investi presque toutes les sphères des sciences sociales, Hamel et Jouve 2006, ainsi que le vocabulaire utilisé, autant populaire que scientifique, et ce depuis le milieu des années 1970. Le flou autour de la gouvernance est dû au caractère hétérogène des réalités définies par le terme, Simoulin 2003. Les comparaisons interdisciplinaires des diverses facettes de la gouvernance étant institutionnalisées dans des contextes empiriques différents, l'analyse que l'on fait de la gouvernance ne serait pas la même d'un auteur à l'autre, puisque le degré d'institutionnalisation n'est pas le même. Ce phénomène contribuerait à entretenir la confusion qui enveloppe la gouvernance, Pierre 2000. Malgré cet engouement au cours des 30 dernières années, aucune théorie de la gouvernance n'a été développée, Pierre 2005. Une théorie tente généralement d'expliquer la provenance des événements, de décrire les schémas et de comprendre leur signification, Hoover et Donovan 2010. Les théories s'appliquent à des domaines différents, sciences politiques, économie, géographie, sociologie, etc.,
mais elles partagent toutes la fonction commune de lier et d'expliquer des phénomènes généralisables au-delà d'événements circonstanciels. Stoker, 1998, a tenté de définir les contours de ce que pourrait contenir une théorie de la gouvernance, sans toutefois être en mesure de fournir une structure interprétative du phénomène. L'ubiquité de la gouvernance rend le concept difficile à théoriser, Bévir 2011. La gouvernance serait-elle alors un instrument d'action publique ? Au fil du temps, de nombreux dispositifs et instruments ont vu le jour pour faire face à la gouverne complexe des sociétés contemporaines. Selon Lacombe et Le Gallès 2004/13, un instrument constitue un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur. De manière générale, selon les auteurs classiques ayant abordé le sujet, Wood 1983, Wood et Margetts 2007, Howlett 2009, Lacombe et Le Gallès 2004, Salamon 2002, il est possible de catégoriser les instruments d'action publique en fonction de 4 types, législatif et réglementaire, économique et fiscal, conventionnel et incitatif, informatif et communicationnel. Ces instruments viennent concrétiser les rapports État-société par l'entremise de la régulation, et représentent ainsi un outil essentiel pour matérialiser les intentions, Lacombe et Simard 2011. La gouvernance ne peut donc être considérée comme un instrument d'action publique. Les deux termes sont cependant indissociables, car la gouvernance encadre la mise en œuvre des instruments. Devant cette situation, force est de constater que la gouvernance est difficilement catégorisable. La pluralité du concept, qui constitue autant un avantage qu'un inconvénient, lui confère une identité multiple, vacant entre le normatif, l'analytique et l'empirique. Conformément aux écrits de Peters et Pierre, 2012, la gouvernance normative est mise en cause lorsqu'un gouvernement municipal est perçu dans la communauté comme un hub politique et organisationnel, définissant les objectifs et les priorités, délivrant les services et promouvant le développement économique de concert avec les acteurs sociétaux. La gouvernance analytique, quant à elle, est apparue en parallèle de cette redéfinition normative du rôle joué par les gouvernements municipaux. Elle est perçue comme une nouvelle façon d'analyser la politique municipale, Urban Politics. L'approche analytique de la gouvernance focalise sur le fait que les gouvernements ne sont plus seuls dans le processus de pilotage de l'action publique. Enfin, la gouvernance empirique aide à conceptualiser les pratiques de la politique municipale et de leadership. Il est ainsi possible d'observer la création de coalitions et les liens qui se tissent entre les organisations municipales. Suivant ce constat, avant d'être une théorie ou un instrument d'action publique, la gouvernance représente un cadre analytique qui vise à mettre en lumière l'instrumentation de l'action publique. Ce concept est défini par Lacombe et Le Gallès 2004/12 comme étant l'ensemble des problèmes posés par le choix et l'usage des outils, des techniques, des moyens d'opérer, des dispositifs, qui permettent de matérialiser et d'opérationnaliser l'action gouvernementale. Il s'agit non seulement de comprendre les raisons qui poussent à retenir tel instrument plutôt que tel autre, mais d'envisager également les effets produits par ces choix. Le rôle de la gouvernance est donc d'inspirer et de bonifier la construction de théories et de modèles en marge de la gouvernance, afin que ces derniers puissent mieux s'adapter à la réalité complexe, Bévir 2010-2013. En ce sens, le modèle synthèse mis de l'avant dans ce chapitre n'est pas un instrument d'action publique en soi. Il représente plutôt un cadre théorique dont l'utilité réside dans l'analyse de l'instrumentation de l'action publique. 2. Rééchelonnement et décentralisation des compétences municipales à Montréal. Au tournant des années 2000, plusieurs scientifiques, Brenner 1998, Brenner 1999, Legel 3, Swangdu, Moulard et Rodriguez 2002, Scott 2001, Keating 2001, Stoker 2004, se sont penchés sur les processus contemporains de rééchelonnement de l'État state rescaling. Brièvement, le phénomène consiste à revoir le système de régulation et d'autorité politique en réorganisant la hiérarchie des territoires d'intervention et de contrôle des organisations institutionnelles œuvrant dans le champ d'action de l'État.
L'organisation des échelles territoriales associées au pouvoir de l'État n'est donc plus considérée comme une structure rigide et prédéfinie, mais plutôt comme une structure politico-économique dont les frontières sont malléables. Brenner, 2004. Cette stratégie politique a été préconisée à plusieurs reprises au Québec, Canada, où la division des pouvoirs et des compétences entre le gouvernement central et les gouvernements décentralisés a été repensée afin de revoir le pilotage, ou la gouvernance, des territoires. Les affaires municipales étant une responsabilité provinciale, le fonctionnement des compétences municipales est forgé par les reconfigurations institutionnelles établies à cette même échelle. Entre les années 2000 et 2006, le gouvernement provincial a opéré une réorganisation municipale qui a métamorphosé l'action publique territoriale. À Montréal, les processus décisionnels territoriaux se sont particulièrement complexifiés avec l'instauration de 5 niveaux de gouvernance. La gouvernance municipale montréalaise se caractérise donc par une répartition des compétences Prémont 2009 entre différentes échelles territoriales, infralocales, locales, régionales, métropolitaines et provinciales. Montréal est même décrite par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, 2004, comme étant l'une des métropoles les plus fragmentées sur le plan politique au sein des pays membres de cette organisation. 6. La décentralisation du pouvoir et l'augmentation du nombre d'organisations impliquées au sein de l'action publique territoriale représentent quelques-uns des nombreux effets collatéraux du rééchelonnement de l'État. L'expansion du nombre de territoires entraîne un chevauchement et un enchevêtrement d'entités politiques ayant parfois des compétences similaires, ce qui vient brouiller les cartes de la gouvernance municipale. La fragmentation politique des territoires peut représenter un obstacle au développement urbain, dans la mesure où la cohérence du système n'est pas assurée. 3. Cohérence des dispositifs territoriaux. Cette tendance au renforcement des territoires régionaux n'est pas sans conséquence sur la cohérence des systèmes de gouvernance municipale, Gravel et Huard, 2006, notamment parce qu'elle multiplie les organisations territoriales ayant parfois des visées différentes. Le concept de cohérence réfère généralement à une continuité et une logique d'action qui interviennent entre différentes facettes de l'action publique. Van Nest, Gariepi et Gauthier, 2012. Savard, 2010, a tenté de définir les grandes lignes du concept à partir des écrits scientifiques. Selon lui, la majorité des auteurs, Bernstein, 1991, Grant et Alpine, 2006, Jones, 2002, May et Hall, 2005, May, Sapochin et Workman, 2006, s'entend pour dire que la cohérence implique une harmonisation et une absence de contradiction entre les objectifs d'une politique et les activités de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs. Christiansen, 2001, apporte quelques subtilités utiles pour analyser la gouvernance territoriale. Selon l'auteur, la cohérence peut être de 3 ordres: interniveau, soit entre les organisations issues d'échelles territoriales différentes, interorganisationnelles, soit entre les organisations d'une même échelle territoriale, et intra-organisationnelles, soit à l'intérieur même d'une organisation. Enfin, la cohérence peut également se décliner de 2 façons. Elle peut être horizontale, entre plusieurs compétences, et verticale, par rapport à une seule compétence. Lorsque plusieurs entités politiques et administratives se côtoient sur un même territoire, il peut s'avérer difficile de concerter l'action publique en harmonisant l'ensemble des dispositifs territoriaux. Parmi les écrits scientifiques issus de la politique municipale, ceci s'explique notamment par le fait que plusieurs modes de gouvernance confèrent. Di Gaetano et Clemenski, 1999. Di Gaetano et Loles, 1999. Di Gaetano et Storm, 2003. Jouve, 2003. Pierre, 1999. Pierre, 2011, sont présents sur le territoire. En effet, les territoires urbains ne sont pas composés d'un tissu institutionnel uniforme, mais plutôt d'un mélange de modes de gouvernance forgés par diverses configurations institutionnelles. Pierre, 1999. Les modes de gouvernance reflètent les orientations politiques et les objectifs poursuivis par chaque autorité compétente. L'incompatibilité entre les diverses manières de gouverner résulte d'une déficience dans la création de systèmes cohérents de gouvernance. Pierce, 1993. Les modes de gouvernance contribuent à expliquer les problèmes qui peuvent émerger quant à la gouvernabilité des villes,
en mettant en lumière les incohérences et les contradictions entre les divers modes de gouvernance existants au sein d'une ville. Les intérêts, les valeurs, les pratiques et les façons de faire étant différents d'une entité à l'autre, la vision qu'elles ont du développement du territoire, et par le fait même des dispositifs territoriaux qui sont mis en œuvre pour modeler le territoire selon leur vision, risquent de différer à plusieurs égards. La fragmentation politique et administrative des territoires peut nuire au développement urbain si un système cohérent de gouvernance n'est pas mis en place, les efforts des uns étant souvent annulés par les résistances des autres. Le pilotage de l'action publique n'est certes pas le seul facteur explicatif d'un développement territorial efficient, mais il n'en demeure pas moins un élément essentiel pour assurer la bonne marche de l'ensemble. 4. Pilotage de l'action publique territoriale, quel modèle d'analyse ? Le pilotage de l'action publique réfère directement à la manière dont sont gouvernées les entités politiques territorialisées. Les écrits sur la gouvernance et la politique municipale nous ont ainsi orientés pour élaborer un modèle théorique qui analyse le pilotage de l'action publique territoriale. Certes, plusieurs modèles ont été élaborés pour analyser et mieux comprendre la gouvernance des sociétés contemporaines, Bell et Inmore 2009, Coté 2003, Coté 2011, Koiman 2003, Pierre et Peters 2000, Pierre et Peters 2005 pour ne nommer que ces auteurs. Les modèles de gouvernance élaborés par ces auteurs se déclinent généralement en variantes qu'il est possible de positionner sur un continuum, d'un état non interventionniste, qui agit au même titre qu'un acteur normal à une extrémité, vers un état interventionniste à l'autre extrémité. Ces modèles s'attardent cependant à décrire et comprendre des réalités qui dépassent l'intervention des échelles municipales. Pour cette raison, ils ont été écartés lors de la conception de notre modèle d'analyse. 3 modèles élaborés pour décrire des réalités sociales aux échelons municipaux ont attiré notre attention. 1. Modèle intégré de Di Gaetano et Storm, 2003, 2. Modèle normatif de Pierre, 1999-2011, 3. Modèle général de Bellet et Divet, 2007-2011. Ces modèles sont particulièrement intéressants, car ils font référence à des niveaux d'analyse différents. Le premier adopte un niveau d'analyse macro-global et explique les liens qui existent entre 4 sphères d'influence, structurelle, culturelle, institutionnelle et actionnelle. L'accent est mis sur l'impact des échelles supérieures sur le fonctionnement des structures municipales. Le deuxième adopte un niveau d'analyse local, et s'attarde à décrire l'ensemble des modes de gouvernance perceptibles dans la sphère institutionnelle de Di Gaetano et Storm, 2003. Le troisième adopte un niveau d'analyse interorganisationnel, et focalise sur l'interaction des acteurs aux échelons municipaux. C'est en quelque sorte la sphère actionnelle de Di Gaetano et Storm, 2003, qui est mise en lumière. Mis ensemble, ces modèles permettent de bien appréhender et d'analyser, de manière holistique, l'action publique par l'entremise de la cohérence des dispositifs territoriaux employés par les diverses autorités compétentes, dans un environnement où les structures politiques et administratives sont fragmentées. Les modèles s'appuient également sur des bases théoriques institutionnalistes pour faire valoir leur compréhension de la gouvernance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.